Ce journal vous est offert par Saint-Rue Asbel et Corded. Merci de rester fidèle au programme du magazine Congo Santé et Développement. Bienvenue dans cette édition du journal. D'abord, ce qu'il faut retenir, le gouvernement congolais n'aménagera aucun effort pour éradiquer la maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu, malgré la complexité de cette 10e épidémie que le pays n'ait jamais connue, dépassant celle de Yambuku en 1976. Cette assertion n'est pas mienne, mais plutôt celle du ministre de la Santé. Le docteur Oli Ilunga l'a dit au cours d'une conférence de presse sur la situation actuelle de cette épidémie. Une équipe d'hygiène a procédé à la désinfection et à la fermeture d'un dispensaire dans la zone de santé de Béni après que celui-ci ait rapporté 3 cas, dont 2 confirmés et 1 probable. La commission eau, hygiène et assainissement et biosécurité est la commission responsable des mesures visant à enrayer la transmission des maladies infectieuses à d'autres personnes et aux agents. Elle s'occupe notamment de la distribution des équipements individuels aux agents de santé, de l'installation de points d'eau et de la désinfection des ménages et formations sanitaires. Sachez que la situation épidémiologique de la province du Nord Kivu du 26 août se présente de la manière suivante. Au total, 107 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 79 confirmés et 28 probables. Sur les 79 cas confirmés, 14 sont guéris, 23 sont hospitalisés et 42 sont décédés. 6 cas suspects sont en cours d'investigation, des nouveaux cas confirmés dont 1 à Mabalako et 1 à Oicha. 3 nouvelles personnes guéries, dont 2 à Mabalako et 1 à Béni. Retenez que 3 décès des cas confirmés sont répertoriés à Mabalako. De la province du Nord Kivu, du 26 août, se présente de la manière suivante. Au total, 107 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 79 confirmés et 28 probables. Sur les 79 cas confirmés, 14 sont guéris, 23 sont hospitalisés et 42 sont des cas suspects sont en cours d'ACD. 6 investigations, des nouveaux cas confirmés dont 1 à Mabalako, 3 nouvelles personnes guéries et 1 à Béni. Retenez que 3 décès des cas répertoriés à Mabala, de la province du Nord Kivu, du 26 août, se présente de la manière confirmée sont suivantes. Au total, 107 cas de fièvre, dont 2 à Mabala hémorragique ont été signalés dans la région et 28 probables, dont 79 confirmés. Sur les 79 cas confirmés, 14 sont guéris, 23 sont hospitalisés et 42 sont des cas suspects sont en cours d'ACD. 6 et 1 à Oicha. Des nouveaux cas confirmés dont 1 à Mabalako, investigation, 3 nouvelles personnes guéries et 1 à Béni. Retenez que 3 décès des cas répertoriés à Mabalako. Du 26 août de la province du Nord Kivu. Au total, présent à cette rencontre avec le chevalier de la plume, le docteur Njolo Kobate, responsable de la direction générale de la maladie à virus Ebola, appelle les prestataires de santé du Nord Kivu à plus de vigilance car Ebola est une maladie dangereuse. Nous avons travaillé très dur, et ça c'est au niveau de Mangina, où il y a cette première vague. Mais la deuxième vague, pendant que nous étions à Mangina, les collègues de Béni estimaient toujours que l'épidémie Ebola, c'est l'histoire de Mangina. Pourtant, Mangina était 75 km seulement. Mais au moins, avec Mangina, étant de rural, eux de la ville à Béni, estimaient toujours que c'était un problème de médecins et de infirmiers et de techniciens qui travaillaient dans l'hôpital rural. Mais quand il y a une flambée à Béni, nous avons constaté que malgré tout ce que nous avons mis comme mesures d'anticipation, auprès des personnes de santé, y compris la vaccination, que ce matin m'a posé la question, que nous avons mis beaucoup de moyens, et son excellence l'a dit, on a dépassé 11 000 personnes de santé vaccinées. Mais il y a des collègues qui, du fait de leur comportement, ont couru des risques de ne pas observer les mesures universelles d'hygiène pratiquement liées au hospitalier. Et ces mesures-là, c'est des mesures que tout le monde apprend à l'école. C'est comme ça que nous avons mis en place une batterie d'informations et d'accompagnement
des collègues dans les milieux hospitaliers pour qu'ils ne s'exposent pas et qu'ils ne s'exposent pas les malades. Retenez qu'au total, 245 décès ont été enregistrés, dont 198 confirmés, 47 probables et 126 personnes ont été guéries. Tel est le cumul des cas depuis le début de l'épidémie d'Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Cap-Vert Kindu, où les ministres de la Santé publique, le Dr Oli Ilunga, a procédé le 2 décembre dernier, on vous les rappelle, à la cérémonie inaugurale du laboratoire VIH à l'hôpital général de référence de Kindu. C'était à l'occasion de la journée mondiale du sida, journée célébrée le 2 décembre de chaque année. Dans le cadre de la journée mondiale du sida, célébrée le 2 décembre de chaque année, le ministre de la Santé publique, Dr Oli Ilunga, a inauguré le laboratoire VIH à l'hôpital général de référence de Kindu pendant son séjour dans la province de Maniema. Ce laboratoire d'une grande envergure a vu le jour dans cette province pour des analyses sur le VIH-Sida. C'est une journée qu'on a voulu marquer ici à Kindu dans le Maniema parce que comme vous le savez, il y a un an, les femmes leaders avaient interpellé le chef de l'État. La province retient en tout cas toujours toute l'attention du gouvernement et particulièrement du ministère de la Santé à travers à la fois le programme national de lutte contre le sida. Oui, absolument. Vous savez qu'après la visite du chef de l'État l'année dernière, nous avions lancé un plan d'urgence. Ce plan d'urgence a été lancé, donc il a lancé donc 2007-2018. Nous avons terminé le plan d'urgence en juin. Nous sommes en cours d'évaluation. Nous devons évaluer les obstacles, les difficultés, quels sont tous les facteurs qui limitent la performance. Et une fois qu'on aura évalué ces éléments-là, on va avoir un plan d'accélération. Il sied de rappeler, cette journée avait comme thème international, connaît-on statut, et national, mobilisons-nous pour le dépistage du VIH afin d'en finir avec cette maladie. Merci Charlène Makuta pour toutes ces précisions. L'association du bien-être et naissance désirable AEBF-ND s'engage de nouveau à participer activement dans la campagne de planification familiale sur les méthodes de contraception. Engagement pris lors de la clôture du Conseil national de gouvernance des volontaires de ces structures. Réunis autour de leur président national et du directeur exécutif de l'AEBF-ND, les volontaires de cette association venus des différentes provinces de la RDC ont eu 2 jours d'échange afin de parler des activités organisées et des différentes difficultés rencontrées au cours de la campagne sur la planification familiale. Le rôle des volontaires était aussi de la partie. Il a été évoqué lors du rapport de chaque intervenant les manques de suivi, la résistance de certains jeunes face aux méthodes contraceptives à adopter afin de se protéger contre les IST et grossesses non désirables. Ajoutez à cela la rupture des stocks des contraceptifs dans certaines provinces, à l'occurrence les Kwilu. Et en cette dernière journée, le président national de l'AEBF-ND s'est dit satisfait du bon déroulement de cette cérémonie. Ce qui soutient notre association, ce sont les résultats, les statistiques. Et on nous a présenté les statistiques avant de faire une mini-évaluation de notre plan stratégique. Par ailleurs, Georges Ntumba salue l'implication du gouvernement congolais dans la planification familiale, même si les statistiques démontrent que la RDC a encore un chemin à parcourir pour atteindre plusieurs jeunes. L'utilisation de la famille, de la planification familiale en RDC est un peu mitigée. Et nous sommes en train de nous poser des questions. Est-ce qu'on n'arrive pas à collecter toute l'information ou les méthodes que nous utilisons pour collecter l'information n'est pas appropriée? Parce que les chiffres n'augmentent pas. La prévalence contraceptive reste stagnante. Quand les autres pays sont déjà au niveau de 2, 3, 4, la RDC, nous sommes encore au niveau de 8, 6, ce qui est beaucoup. Et dans certains milieux, c'est même plus que ça. Le grand défi, c'est atteindre la cible jeune, qui est versatile et dont les besoins évoluent chaque jour. Les besoins évoluent chaque jour et les jeunes qui ont leur
network qui se parlent entre eux et qui, des fois, ce qu'ils se disent, c'est contre ce que nous faisons au niveau du programme. Notez que l'évaluation à mi-parcours sur la planification familiale s'effectuera en 2019. La prise en charge à domicile de personnes du 3e âge en kinésithérapie à Kinshasa est une initiative qui permet d'évaluer l'environnement du patient pour proposer des améliorations facilitant ses actes de vie quotidienne et très importantes, souligne le kinésithérapeute Simon Mampouya. C'était lors d'une interview exclusive qu'il a accordée à Ruth Landou, notre reporter. La tranche d'âge constituée de vieillards, appelés communément personnes du 3e âge, est très vulnérable et est exposée à plusieurs maladies et malformations. Cependant, pour lutter contre les courbatures et rétractions musculaires dont elle est souvent victime, le kinésithérapeute Simon Mampouya propose une prise en charge à domicile pour diminuer la prise de chute. Oui, la prise en charge des personnes du 3e âge à domicile. Pourquoi? Parce que les kinésithérapeutes évaluent tout d'abord l'habitat du patient, l'environnement. Tel que si la personne habite dans une maison, exemple en étage, le kinésithérapeute va faire une évaluation. Est-ce que l'étage du patient permet à notre patient de grimper les escaliers? Et aussi, tel que ce qui est écrit, qui est mentionné pour la prise en charge à domicile, les kinésithérapeutes participent aux stratégies d'aménagement des aires de mobilité et des salles de bain et des toilettes, de l'agencement pour la préparation des repas, des éclairages. Ils proposent des améliorations pour faciliter des actes de vie quotidienne et diminuer la prise de chute. Selon les kinésithérapeutes, cette initiative vise à redonner les sourires aux grands-parents et à préserver leur vie coûte que coûte. Nous, les kinésithérapeutes, nous sommes là pour redonner les sourires, redonner la joie à ces tranches d'âge-là, les personnes du 3e âge. Donc, invitez-nous dans vos maisons parce que chaque foyer a un vieillard. Nous avons besoin de redonner les sourires, de redonner la joie à nos vieillards-là qui sont dans nos maisons, en leur prenant en charge en kinésithérapie dans vos domiciles. Une bonne prise en charge à domicile, opportune et adéquate, peut réduire considérablement le risque de mortalité. Toujours en santé, sachez que plus d'une personne à Kinshasa souffre du diabète, une maladie caractérisée par une extraction d'urine contenant une matière sucrée. D'après les pharmaciens Étienne Mukendi, plusieurs facteurs sont à la base de cette maladie, entre autres l'hérédité ainsi que le mode de vie. Charlène Makuta. Le diabète, c'est une maladie métabolique qui vient d'un dysfonctionnement dans la consommation du sucre par l'organisme. Donc, comprenez qu'il y a une hormone qu'on appelle l'insuline, qui est produite par le pancréas, qui aide les cellules du sucre, disons l'organisme, à pouvoir consommer le sucre qui est comme le carburant de l'organisme. Alors, lorsqu'il y a une défaillance dans la production ou dans l'action de cette insuline, vous allez vous retrouver dans des cas où le sucre circule en grande quantité dans le sang, ce qu'on appelle l'hyperglycémie et qu'on peut appeler le diabète lorsque ce taux est supérieur à certaines mesures que nous avons, donc de 120 grammes par millilitre pour 100 millilitres environ. Et quand est-ce que cette maladie réagit dans l'organisme de l'être humain? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire sa réaction, si j'ai compris votre question, comme dit quand est-ce qu'il réagit dans l'organisme. Donc il réagit, il agit au fait, le diabète agit lorsque il y a un dérèglement, comme j'ai dit, l'organisme n'arrive pas à consommer le sucre comme il faut. C'était quoi la question? Tu voulais quand tu disais... C'est ça la question. Oui, oui. Mais lors de la première interview qu'on a effacée, qu'on a supprimée, vous étiez vraiment dans les détails. Et maintenant, mais ces détails-là, je les ai donnés dans ma première... Déjà d'entrer à la matière, je crois que j'ai parlé de ça. C'est ça, non, maman? D'entrer à la matière,
j'ai déjà... Donc, cette explication que tu veux là, je l'ai déjà expliqué dans ma première question, dans ma première réponse. Dans ce cas, vous reprenez alors la deuxième question. Je réponds... La réponse sur la deuxième question qui est celle de savoir... Bien. Quand est-ce qu'il agit? Il agit lorsque l'organisme devient incapable de pouvoir consommer le sucre qui circule dans le sang, parce que tout ce que nous consommons contient du sucre, parce que c'est ça l'énergie, la source même d'énergie de l'organisme. Et lorsque les cellules de l'organisme sont empêchées, soit de consommer ce sucre, parce qu'il y a un dépôt de graisse, soit qu'il n'y a pas, donc l'insuline n'arrive pas à agir sur les cellules, soit que les cellules deviennent, il n'y a pas une production suffisante d'insuline pour pouvoir entraîner que tout le sucre qui circule dans l'organisme soit consommé, et alors c'est à partir de ce moment-là que le diabète se déclenche. Et qu'est-ce qui est à la base du diabète? La base du diabète, il y a plusieurs types de diabète, si je peux dire. Il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1, c'est un diabète que nous rencontrons chez des individus qui sont trop jeunes, moins de 40 ans. Donc même un enfant de 10 ans, de 15 ans peut développer déjà le diabète. Pourquoi? Parce que il se peut qu'il ait eu une déformation congénitale. C'est-à-dire qu'à sa naissance, son pancréas ne s'est pas bien développé, ou il s'est mal développé, ou quelqu'un qui a été intoxiqué par quelque chose, qui a un poison qui a carrément entamé son pancréas. À ce moment-là, la partie du pancréas, l'îlot de Langerhans, qui produit de l'insuline affectée, à ce moment-là, la personne ne sait plus produire suffisamment d'insuline pour pouvoir consommer tous les sucres qui se trouvent dans son organisme. Donc là, vous avez le diabète de type 1. Mais le diabète de type 2, c'est celui qui est souvent lié à l'hérédité. Donc, et il apparaît souvent après les 40 ans. Et on le trouve très souvent, je ne dis pas essentiellement, mais très souvent, chez les personnes obèses. Donc, et des gens qui ont dans leur famille une historique de personnes ayant contracté le diabète. Donc ça, c'est le diabète de type 2. Et comment vivre avec son diabète? Le diabète, c'est une maladie, excusez-moi, que l'on peut vivre avec aisément, sans beaucoup de problèmes. Donc il suffit tout simplement d'arriver à bien contrôler son sucre. C'est-à-dire, vous consultez régulièrement votre centre de diabétiques qui sont éparpillés dans la ville de Kinshasa. Vous aurez, à chaque fois, selon le taux de glycémie que vous pourrez présenter, on vous soumettra soit à l'insuline, ou carrément on vous donnera des comprimés, donc avec glibenclamide ou daronil, ou je ne sais pas des autres. Donc, qu'on vous donne pour pouvoir aider l'organisme à consommer le sucre. Donc, vous avez cet apport médicamenteux, vous avez le sport que vous devez pratiquer parce que vous devez forcer votre organisme à consommer le sucre. Par conséquent, vous avez vraiment besoin de faire du sport. Vous avez besoin de bien contrôler votre régime alimentaire. C'est vraiment très important pour un diabétique. Il doit pouvoir contrôler le régime alimentaire. Et là-dessus, ça dépend d'un individu à l'autre ou du taux de glycémie que vous présentez en ce jour-là. Donc, je conseillerais bien à chaque diabétique d'avoir son glucomètre. Et vous avez des glucomètres. Aujourd'hui, il y en a qui coûtent vraiment beaucoup moins cher. Bon, c'est le genre, je peux citer comme les Code Free par exemple. C'était un petit appareil qui coûte beaucoup moins cher et que tout le monde peut se procurer. Et il peut commencer à doser son sucre chaque matin. Et en fonction de cela, il peut avoir un comportement qui lui permette de garder le taux de glycémie assez bas, assez acceptable pour pouvoir vivre très longtemps avec son diabète. Il y a des gens qui font 40 ans, 50 ans avec leur diabète sans avoir aucune complication. Est-ce que le diabétique peut prendre le miel? Oui et non, mais surtout non. Non, pourquoi? Parce que le miel apporte vraiment du sucre. Donc, qu'on le veuille ou pas, il apporte vraiment du sucre. Quand vous avez une main basse sur le miel, vous aurez toujours des troubles de glycémie. Mais il se peut qu'un diabétique fasse une hypoglycémie. Ça arrive, et très souvent d'ailleurs. Et dans le cas d'une hypoglycémie, un diabétique peut prendre
le miel, donc le sucre de consommation rapide comme le miel. Il peut prendre un sucré, il peut prendre même le mayalobo comme on dit là, donc juste de l'eau sucrée. Il peut prendre pour pouvoir aider à remonter sa glycémie. Et vraiment de plus par rapport à cette maladie, je dirais un mot de plus, c'est que le diabète, ce n'est pas une fatalité. Ça, c'est quelque chose que je peux dire, c'est-à-dire que si tu es un diabétique, quelqu'un dans ta famille est diabétique, ce n'est pas une fatalité, c'est une maladie qu'on peut vivre avec et qu'on peut contrôler. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit d'avoir un comportement assez responsable et vous allez vivre avec votre diabète pendant très longtemps. Mais la mesure de la glycémie est très importante, comme je l'ai dit là, vous avez votre petit glucomètre à la maison, un code fruit, vous pouvez vraiment l'avoir à la maison et le garder, ça va vous aider à contrôler votre sucre et être assez responsable tout le reste de votre vie. Et nous allons nous séparer avec cette actualité liée au développement. Il n'est jure que pour la reconstruction de la commune de Ngaliema, une fois élu à la députation provinciale de cette commune. C'est Frédéric Bofale, candidat numéro 147 de Ngaliema et du mouvement Tosekwa. Il l'a dit lors du lancement de sa campagne électorale et de la journée des formations des témoins. C'était dans la salle Guigal, dans la commune de Ngaliema. Suivez. La commune d'Ngaliema doit ressusciter pour le bonheur de chaque habitant de ces coins de la capitale, mais cela sera possible avec les 18 projets pour Ngaliema Yassika, concoctés par les candidats numéro 147 à la députation provinciale de la circonscription d'Ngaliema. Et pour conscientiser ces troupes, Frédéric Bofale du mouvement Tosekwa a convié les habitants de cette commune lors du lancement de sa campagne électorale et de la journée des formations des témoins afin de leur expliquer les biens fondés d'être au service du peuple. Invité pour la circonstance, le président du mouvement Tosekwa et auteur du livre bleu Didier Moumengi a eu des mots justes pour emballer cette foule. Voilà qui réjouit les futurs députés et appelle ses futurs électeurs à lui faire confiance. Nous avons lancé officiellement notre campagne sous les signes d'espoir, de succès et de réussite. Étant donné que nous sommes les enfants de Dieu, ceux-là qui veulent le changement de notre pays, nous voulons voir vraiment le redressement de notre commune d'Ngaliema. Parce que vous savez, la commune d'Ngaliema, c'est une commune qui est dépourvue et donc de valeurs humaines, qui est dépourvue et donc des besoins fondamentaux. Et nos projets sont une réponse donc appropriée aux attentes de la population des habitants d'Ngaliema. Téné, cette commune aura une usine de pâtisserie pour donner du travail aux habitants de ces coins, pour ne citer que cela. Très ému, la base ne jure que par la victoire de Frédéric Bofale. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.